Un mariage de rêve, deux jeunes avec tout l'avenir devant eux. Le jeune homme sympathique, bien connu dans la communauté, apprécié de tous, la jeune fille simple, issue d'une bonne famille, socialement traditionnelle. Code et Jordan se sont mariés en juin 2013, mais ils étaient loin de se douter qu'une véritable tragédie allait s'abattre sur la communauté. Lorsque Code a été retrouvé sans vie au fond d'une falaise de plus de 100 mètres de profondeur, à peine 8 jours après son mariage. Bonjour les mystérieux. Nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle affaire. Laissez un like, laissez un commentaire, ce sont des actions importantes pour aider à la croissance de la chaîne. Ajoutez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher par eux. Archives Mystère pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne Archives Mystère et son ambiance de simulation interprétative. Rejoignez le club de fans en cliquant ci-dessous. Devenez membre et choisissez votre niveau. N'oubliez pas la dépendance. Vous aurez accès à des contenus exclusifs de la chaîne. Les messages transmis, passons à l'affaire du jour. Johnson était né le 8 avril à San José, en Californie, aux États-Unis. Il a grandi en vivant avec sa mère, Sherry Johnson. Ils entretenaient une relation très proche et aimante. Sherry voulait qu'il ait la meilleure vie possible et, à un certain moment, elle a décidé que ce serait une bonne idée d'aller dans une ville plus petite afin que Code puisse avoir une vie plus sûre et plus heureuse. Alors, quand il avait seulement 4 ans, la famille tente déménager dans une petite ville touristique appelée Kalispell, dans le nord-ouest du Montana. Code s'est vite adapté et a eu une enfance heureuse là-bas. Il aimait les sports de plein air et a vraiment grandi dans un environnement assez sain. Ce qui attire l'attention dans la ville, c'est la nature luxuriante. La ville se trouve dans une vallée, la vallée de Flathead, qui possède un lac du même nom et n'étant pas très éloigné du parc national de Glacier. Ce parc est un endroit immense, avec plus de 1000 km de sentiers dans la partie nord des montagnes Rocheuses. C'est ça, vraiment 1000 km de sentiers. À l'adolescence, dans une vie nord-américaine typique, Code aimait sortir avec ses amis pour tirer et faire du vélo tout-terrain, même s'il était aussi passionné par les voitures. Même s'il était très charismatique, avait beaucoup d'amis et une excellente relation avec sa famille. À l'âge adulte, Code sentait qu'il lui manquait de quelque chose. Un grand amour, une femme avec qui il pourrait partager sa vie et fonder une nouvelle famille. Il avait déjà confié à quelques amis qu'il voulait vraiment trouver une bonne jeune femme religieuse pour réaliser ce rêve. En 2011, lors d'une fête d'Halloween, quand Code avait 23 ans, il a rencontré une fille appelée Jordan, âgée de 20 ans. Jordan Graham est née en 91 et avait une personnalité presque opposée à celle de Code. Elle était timide, introvertie, réservée, mais elle avait un côté amusant que ceux qui avaient eu l'occasion de mieux la connaître pouvaient toujours voir. Elle a grandi dans une famille très traditionnelle, avec des normes et des croyances religieuses, et croyait fidèlement à la chasteté. Depuis l'adolescence, elle travaillait comme baby-sitter pour plusieurs familles de la communauté. Les enfants étaient sa passion. Code et Jordan ont alors commencé une amitié. Pour Code, il semblait avoir trouvé la fille de ses rêves. Jordan, en revanche, n'était pas pressée de vouloir une relation, car elle voulait un compagnon qui, au moins, soit aussi dévoué à l'Église qu'elle. Ainsi, Code, qui n'était pas aussi religieux, a décidé de s'impliquer davantage dans la religion pour se rapprocher de la femme qu'il aimait. Et ces tentatives ont porté leurs fruits, en effet. En novembre 2011, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble, un mois après leur rencontre. L'une des choses les plus importantes pour Jordan était le célibat, c'est-à-dire ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et Code a accepté. Malgré cela, il était vraiment amoureux. La relation a évolué et le couple s'est fiancé en décembre 2012. Les amis de Jordan ont été quelque peu surpris, car ils pensaient qu'elle n'était pas si engagée que ça. Pour commencer maintenant, à 20 ans, une relation pour toute la vie. De plus, beaucoup affirmaient qu'ils n'avaient jamais vu le couple s'embrasser en public, se prendre dans les bras, mais bien sûr, cela pouvait être pour des raisons religieuses. Mais ils n'étaient même pas vus se tenant la main.
C'était une nouvelle très étrange pour une relation d'à peine 1 an, qui semblait aussi avoir quelque chose de bizarre. Même ainsi, la relation avançait et les préparatifs du mariage allèrent en bon train. Code était très enthousiaste, apparemment plus enthousiaste que la mariée. Ils ont fixé la date du mariage au 29 juin 2013 et la vie a continué. Malgré tout, il voulait que ce jour soit spécial et Jordan a même décidé d'écrire une chanson originale pour la première danse du couple, le soir de la fête. Ils ont engagé une compositrice appelée Elizabeth Shear pour aider à la composition et qui enregistrerait également la chanson. Elle a passé quelques jours avec le couple afin qu'ils puissent ensemble composer la chanson parfaite. Le grand jour est arrivé et ce fut une belle cérémonie en plein air. Ils se sont mariés là, dans la ville même. Jordan semblait heureuse, mais son comportement était étrange, car elle regardait rarement son futur mari dans les yeux. Après la cérémonie, Jordan a exprimé un profond regret à quelques-unes de ses amies, disant qu'elle ne savait pas si elle faisait le bon choix. Ses amis lui ont dit que c'était l'émotion du moment, à cause des changements à venir. D'un autre côté, Cody avait confié à quelques amis qu'il était très heureux de s'être marié et qu'il avait hâte de consommer enfin son mariage. La nuit de noces, le couple a passé la première nuit de leur lune de miel à Big Fork, une petite ville à seulement 30 minutes en voiture. Le lendemain matin, Jordan a échangé des messages avec son amie et demoiselle d'honneur, Kimberly Martinez. Je ne sais plus si c'était la bonne chose à faire. Il s'est passé beaucoup de choses hier soir, je ne sais vraiment pas. Hier au mariage ou hier dans la chambre d'hôtel au mariage et après le mariage, ce qui s'est passé là-bas. Je préfère en parler en personne, je ne peux pas en parler par message. Milieu de semaine suivante, ils sont rentrés en ville vers leur nouvelle maison. Ils ont passé la journée ensemble et sont allés à l'église le soir. Mais quelque chose de bizarre semblait se passer. Jordan était découragé et abattu. Le dimanche 7 juillet, Cody avait une partie de golf avec des amis, mais il a finalement annulé pour passer la journée avec sa femme de l'époque. 17h, le couple et quelques amis sont allés prendre un goûter au Dairy Queen. Ils sont restés là jusqu'à 20h et après cela, chacun est rentré chez soi. Le lendemain, lundi, Cody devait retourner au travail, mais il ne s'est pas présenté. Son patron, ami et témoin de mariage, Cameron, s'est inquiété de ce comportement, car le jeune homme était toujours l'un des premiers à arriver. De plus, il n'a pas prévenu qu'il serait en retard, encore moins qu'il manquerait le travail. Cameron a appelé Cody, mais personne ne répondait. Au cours de la journée, il n'est pas apparu et n'a donné aucun signe de vie à personne. D'ailleurs, ni lui ni Jordan n'ont été vus nulle part. Cameron a donc décidé d'aller chez son employé et ami, et là, il n'a trouvé personne. Un doute s'est installé et Cameron est entré dans la maison pour chercher un indice sur ce qui avait pu arriver. Il a trouvé le téléphone de Cody par terre dans le garage, et cela était la preuve que quelque chose n'allait pas. Jordan était également toujours injoignable et, après avoir contacté les amis et la famille de Cody, Cameron s'est rendu compte que la dernière fois que le couple a été vu, c'était à 20h lorsqu'ils quittèrent le snack avec des amis. Sans plus réfléchir, il a décidé d'aller à la police pour signaler la disparition du couple. Il a appelé, se rappelant tout cela seulement le 8e jour après le mariage. Mais cette même nuit, Jordan est apparu en répondant au message d'une de ses amies, qui demandait après elle et Cody. Elle a simplement répondu que son mari était parti de la maison la nuit précédente, mais qu'elle ne savait pas avec qui ni exactement où. Elle l'a seulement vu monter dans une voiture noire avec des amis et s'asseoir à l'arrière. Après cela, elle n'a plus répondu, elle n'a plus rien entendu. Le lendemain matin, la police est allée chez le couple pour chercher de nouveaux indices sur la localisation. Mais la réaction de Jordan était très étrange. Elle ne répondait pas bien aux questions. Elle semblait contrariée par toute cette présence dans la maison et, à plusieurs reprises, elle se promenait seule dans les lieux. Elle était tellement agitée qu'elle a même enlevé son alliance de mariage et l'a jetée au loin. Tout cela devant tout le monde présent.
À la fin de la visite, les policiers lui ont demandé de se rendre au commissariat le lendemain pour faire une déposition. Ainsi, le 9 Jordan s'est présenté au commissariat. Le dimanche soir, nous sommes rentrés à la maison vers 20h et en chemin, il a reçu un appel d'un ami de l'extérieur qui était en ville. Pour sortir, boire, discuter, je ne sais pas. Tu sais qui est cet ami? Non, je n'ai pas demandé, je ne voulais pas être intrusive. Daha était en train de se détendre. Même si nous sommes mariés, il a besoin de son espace. Il a dit où il allait. Non, lui. A dit quand il reviendrait. Non. Vous vous êtes disputé hier ou avant? Non. La police a continué d'enquêter sur l'affaire, qui semblait de plus en plus étrange chaque jour. Ils travaillaient sur l'hypothèse qu'il aurait pu s'enfuir, partir. Alors pour cela, ils devaient en trouver une raison. Ils en sont même venus à soupçonner que Cody était impliqué dans la drogue et que ses amis étaient des trafiquants, car il y avait un historique de trafic de drogue dans la région. Le 10 Jordan a de nouveau été appelé à témoigner. Et cette fois, les questions étaient un peu plus dures, car les détectives ne faisaient plus autant confiance à ses paroles. Tu ne trouves pas étrange que ce soit un ami qui ait signalé la disparition de ton mari? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je pensais qu'il allait revenir, et je me suis dit que si je déposais une plainte pour disparition et qu'il revenait, il serait contrarié. Tu as essayé de l'appeler le lendemain? Non. Dès que Jordan a quitté la salle d'interrogatoire, c'était au tour de la mère de Cody, Sherry, de témoigner. Alice est venue Toeda avec le relevé des appels du portable de son fils. Et la première chose que la police a cherché, c'était un appel reçu vers 20h à l'heure où Jordan avait dit qu'il avait reçu cet appel. La police a trouvé un appel provenant d'un numéro de la ville de Washington et ils ont donc rappelé. Le propriétaire de ce numéro était un ami de Cody appelé José. Oui, je l'ai appelé même si j'avais déjà retrouvé l'outil que je lui avais emprunté. Il me l'avait prêté depuis un moment et je croyais l'avoir perdu, alors j'ai proposé d'en acheter un autre. Mais dimanche même, je l'ai retrouvé et je l'ai prévenu pour qu'il ne s'inquiète pas. Malgré le contenu aléatoire de la conversation, les policiers sont enquêtés davantage sur ce José et ont découvert que sa femme est entrée en travail juste après cet appel. Et toute cette nuit-là et jusqu'à l'aube, cet ami était à l'hôpital. Autrement dit, un alibi solide. Encore une fois, les policiers ont concentré toute leur attention sur Jordan. Au début de la soirée de ce même mardi, le 10, Jordan a parlé avec une amie appelée Anna, qui a reçu un email à 9h40 ce matin-là envoyé par une personne nommée Tony, mais qu'elle n'a vu que dans la soirée. Le contenu est un peu étrange, mais l'email disait ceci. Bonjour Jordan, je m'appelle Ne t'inquiète plus à propos de la recherche de Cody, il est parti. J'ai vu ta publication sur Twitter et j'ai pensé t'envoyer un email. Il est venu avec des amis me retrouver dimanche soir à Columbia Falls. Il disait vouloir passer du temps avec ses amis et les emmener s'amuser avant leur départ. Alors, il m'a dit au revoir et ils sont partis dans une voiture noire pour faire une promenade. 3 des autres gars sont revenus en disant qu'ils étaient allés se promener dans la forêt, quelque part. Cody est sorti de la voiture pour une courte promenade. Ils sont sûrs qu'il est tombé et qu'il est mort. Jordan, je ne sais pas qui étaient ces types, mais ils se sont enfuis. Donc, retirez la plainte pour disparition. Cody est parti, il est vraiment parti, Tony. Columbia Falls se trouve dans le parc national de Glacier, et Anna a immédiatement dit qu'elle devait apporter cet email à la police. La façon dont elle a apporté cette information à la police, ainsi que la manière dont elle se comportait au commissariat, montrait qu'elle voulait que l'enquête se termine. En plus de ne montrer aucun signe de trouble face à la disparition et à la probable mort de son mari. Il n'a pas été difficile pour la police de trouver cet email plutôt suspect. La police a conservé les informations pour les transmettre au service informatique d'investigation afin d'identifier l'origine du message. Concernant le parc, ils devaient de toute façon enquêter sur les lieux, mais ils ne savaient même pas par où commencer. Car comme je l'ai dit précédemment,
L'endroit possédait plus de 1000 kilomètres de sentiers accessibles. Quant à Jordan et son amie Anna, elles ont décidé, toutes les deux, d'aller seules au parc pour tenter de trouver quelque chose. Cependant, pendant le trajet, Anna a été surprise par la réaction de Jordan. Elle conduisait en souriant, un bras dehors par la fenêtre de la voiture, la main ouverte pour sentir le vent, sans montrer le moindre signe d'inquiétude quant à ce qu'elle pourrait en trouver. Comme il était tard, elles ne sont pas restées longtemps et sont rentrées chez elles sans rien trouver. Le jeudi 11, quelques autres amis ont décidé d'aller au parc avec Jordan pour une nouvelle recherche. Alors qu'ils étaient encore dans la voiture, en montant la montagne, quelque chose d'étrange s'est produit, car les amis ont suggéré de s'arrêter à cet endroit, là, pour commencer à chercher. Et elle a refusé, disant qu'ils devaient continuer à monter, car elle sentait que Cody n'était pas là. Ils ont continué à monter jusqu'à pratiquement le sommet. En arrivant à la limite d'accès aux voitures, sur un parking, Jordan est sorti de la voiture et a dit « Cet endroit est très spécial pour Cody et moi. S'ils sont dans ce parc, ils sont sûrement ici. » L'endroit où Jordan a commencé à emmener ses amis était très escarpé, dangereux. Et au milieu de ce chemin, elle a commencé à dire qu'elle sentait la présence d'un Saint-Esprit qui la guidait sur le bon chemin. Et que sûrement, Cody serait là-bas. Les amis se sont regardés sans comprendre. Soudain, elle arrive au bord de la falaise, pointe vers le bas et dit « Là, c'est là qu'il est. » Les amis, sans trop y croire, ont commencé à regarder, mais quelques secondes plus tard, ils ont aperçu la présence d'un corps au fond de la falaise, à près de 100 mètres de profondeur. La police a été appelée et l'endroit où se trouvait le corps était tellement difficile d'accès qu'un hélicoptère a dû être utilisé pour le sauvetage. Un officier est alors descendu à l'aide d'une corde lancée depuis l'hélicoptère afin de pouvoir remonter avec la victime. Cody a été identifié à la morgue. Les membres de la famille et les amis de Cody ont été dévastés par la confirmation de sa mort. Cependant, à la surprise générale, la réaction de Jordan lors des funérailles de son mari a été surréaliste. Au milieu de la tristesse générale, elle passait tout son temps sur son téléphone portable. Tout le monde sur place a commencé à soupçonner que la veuve était responsable du crime. Après ces événements, l'amie de Kimberly est allée à la police pour dire des choses qu'elle n'avait pas dites auparavant, car elle-même ne voulait pas croire que Jordan était une meurtrière. Je pense qu'au fond, elle ne voulait pas épouser Cody. Elle avait de nombreux doutes sur cette décision, surtout le jour du mariage, car elle ne souhaitait apparemment aucune relation sexuelle avec lui. Cette nuit-là encore, elle craignait d'être forcée, car ils restaient tous deux célibataires. Elle m'a envoyé un message le jour du mariage disant que « Attends, laisse-moi chercher ici sur mon téléphone. » Voilà, elle a dit « Je devrais être heureuse, mais non. J'ai dit à Cody que j'avais mes règles pour éviter de consommer le mariage. S'il fait quelque chose, je vais péter un câble. » Alors, j'ai répondu « Tu dois lui parler, c'est ton mari maintenant. Dis-lui ce que tu ressens et il comprendra. » Et elle a répondu « Si je lui dis ce que je ressens, je vais lui briser le cœur. » Elle m'a aussi envoyé ce message le 5 juillet. Il m'a tenu très fort hier soir avec sa main sur mon visage. Il était très énervé. J'ai pu m'échapper et courir, mais il m'a griffé avec les clés. Le dimanche matin 7, elle m'a écrit « Je vais lui parler aujourd'hui. » J'ai répondu « Je vais prier pour vous. » Puis elle a écrit « Sérieusement, si tu n'as pas de mes nouvelles ce soir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. » Plus tard, j'ai envoyé un salut et elle a répondu « Tout va bien. » Juste après les funérailles et ce témoignage de Kimberly, les résultats de la police concernant le traçage de l'email de ce Tony sont tombés. Le message a été envoyé depuis l'ordinateur du beau-père de Jordan, puis ils ont découvert que Jordan était chez lui. Au moment précis où le message a été envoyé, le compte email avait été créé quelques minutes avant l'envoi du message. De plus, les antennes relais ont indiqué que le couple était au parc jeudi soir, précisément à 9h17.
Avec cette information, la police a vérifié les caméras de sécurité du parking et a rapidement identifié les deux arrivant au parc la nuit où Cody a disparu. Tout cela apportait la réponse nécessaire à la situation très étrange dans laquelle Jordan savait exactement où se trouvait son mari, au milieu de cet immense parc montagneux grâce aux informations fournies par le Saint-Esprit. Comme le parc était sous juridiction fédérale, l'affaire a été transmise au FBI, y compris toutes les preuves substantielles trouvées. Et ainsi, dès le mois de juillet, ils ont arrêté Jordan. Au moment de son arrestation, elle n'a montré aucune émotion. Ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsque les preuves contre elle ont été présentées. Principalement les images d'elle et de Cody sur le parking du parc. La nuit du crime, elle a éclaté en sanglots. Quand elle s'est calmée, elle a commencé à donner une nouvelle version de tous les faits. Je n'étais pas heureuse dans ce mariage et j'ai décidé de lui en parler. Je l'ai dit et on a fini par se disputer violemment. Mais après, on a décidé de faire une pause et d'aller au parc pour se détendre. On adorait aller à cet endroit. Là-bas qu'on est allé se promener, on a discuté et on a un peu recommencé à se disputer. Cody a commencé à me crier dessus très fort et à me serrer le bras et je me suis dit « Non, ça suffit !» Et je ne vais pas laisser ça se reproduire. Alors, sur le coup, je me suis défendue et puis je l'ai poussé, il est tombé et je suis rentrée chez moi. En chemin, je savais que j'allais être accusée pour mes actes, alors j'ai pris du temps pour moi. Le lundi, j'ai disparu et je suis restée à réfléchir à ce que je pourrais dire aux gens pour qu'ils ne se méfient pas de moi. Mais je me suis perdue. Je ne l'avais pas prévu, c'était un accident. Jordan est resté en détention en attendant son procès, mais ses avocats ont déposé une requête indiquant que l'affaire à juger relevait d'un crime passionnel et que, possiblement, la mort de la victime était due à un accident et, de ce fait, l'accusé ne représentait pas un danger pour la société. Ainsi, le 9 septembre, cette demande a été acceptée et Jordan a été libéré de détention sous le port d'un bracelet électronique qui la maintiendrait en assignation à résidence jusqu'à la date du procès. Cela a révolté pratiquement tous les amis et membres de la famille de Colt. Un mois plus tard, en octobre, elle a été inculpée pour homicide au premier et au deuxième degré, ce qui correspond à l'homicide volontaire et involontaire au Brésil. Et, à cause de cela, elle est retournée en prison. Le procès a commencé en décembre 2013, 5 mois après les faits. Comme toujours, Jordan est restée apathique pendant toutes les audiences. Le 12, sachant qu'elle risquait une peine très lourde, elle a changé sa déposition. Alors qu'elle clamait toujours son innocence, elle a désormais plaidé coupable. Ce que j'ai fait était imprudent, mais c'était un accident. Je n'ai pas vraiment réalisé où nous étions, ni à quel point cet endroit était dangereux. J'ai simplement réagi pour me défendre. Tout cela était une erreur, mais malgré tout, je comprends les conséquences de mes actes et je me déclare coupable. Le procès n'a pas été difficile pour l'accusation et la défense n'avait pas beaucoup d'arguments, à part soutenir que l'accusée était coupable, mais qu'elle avait agi en légitime défense. Tous les mensonges qu'elle avait racontés à ses amis, à sa famille et à la police n'ont en rien aidé sa défense. Ainsi, l'année suivante, le 27 mars 2014, Jordan a été condamnée à 30 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a jamais montré le moindre sentiment de remords, ni même présenté des excuses à un membre de la famille de Cody. Cody Johnson, simplement dans l'intention de rencontrer une femme spéciale pour fonder une famille. Il a fini par épouser une personne qui avait probablement des problèmes personnels non résolus et qui a également été responsable de lui ôter la vie, seulement 8 jours après son mariage.